amis de Rebelle Pacifique, de tous les réseaux sociaux maliens qui nous suivent et également de tous les web maliens qui nous suivent depuis un certain temps. Ce soir, nous avons la chance de rencontrer, lors de son déplacement en campagne, Madame Aïdara, Aïssata Cissé dite Château. Donc c'est la seule femme candidate aux élections présidentielles du Mali, où il n'y a que des hommes. Et donc les femmes ne se plaindront pas parce que ça fait 1 sur 28, c'est à peu près la proportion des femmes dans les hautes instances du Mali. Donc j'ai envie de vous dire que je suis très heureux de vous rencontrer parce qu'il n'y a pas plus tard que 3 semaines, j'étais sur un plateau télé, Télé Sud, avec Lady qui vous avait déjà reçu. Donc il m'a reproché le fait de rencontrer, faire des interviews qu'avec des hommes. Je lui ai dit que je ne fais pas que des interviews avec des hommes. Je rencontrerai les femmes qui viendront à Paris. Donc vous êtes à Paris. Merci d'avoir accepté l'interview avec Rebelle Pacifique. Donc votre slogan c'est le combat d'une femme pour le Mali fort. Pour un Mali fort, pardon. Donc vous êtes mère de famille, députée de Bourem et seule candidate au présidentiel controversé du Mali qui se tiendra en juillet 2013. Vous avez donc une chance sur 28 d'être la future présidente du Mali. C'est déjà ça de gagner, j'allais dire, dans un microcosmos où il y a peu de place pour les femmes. Votre époux est lui-même député. Comment ça va se passer si au soir du 2e tour vous êtes élu président? On va l'appeler comment, monsieur le premier monsieur. Le premier monsieur, il va faire des pièges jaunes, il va faire la fondation partage. Sûrement, oui, pourquoi pas. D'accord. C'est le rôle à l'envers. D'accord. Est-ce que vous pensez, juste une question comme ça, c'est pas très important, qu'est-ce que vous pensez de déplacer la capitale économique à Bla par exemple? Ben, je pense que c'est pas opportun. D'accord, merci pour le peuple de Bla. Non, c'est pas. Il y a une question d'infrastructure. Sinon, ce n'est pas pour dire que Bla ne mérite pas que la capitale soit à Bla. Mais pour le moment, ça va être très, très difficile. Peut-être dans 30 ans, dans 20 ans, dans 25 ans. Mais pour le moment, la capitale doit rester à Bamako. Quand vous serez à Bla, passez-leur le bonjour de ma part. Bien sûr, je vais souvent à Bla. C'est mon peuple. Ma grande sœur, j'étais à Bla toute petite. Ma grande sœur était mariée au médecin-chef de là-bas, Simbo Diakité. Et moi, je faisais toutes les vacances à Bla. Donc je suis déjà aussi. Vous êtes de Bla. Quelle sera la touche féminine si jamais votre plan marchait, si vous êtes élu présidente? Quelle serait la touche féminine de la présidence du Mali pour les 5 ans à venir? Mais avant de répondre à cette question, au début, vous avez parlé du combat d'une femme pour le Mali fort. Ça, c'était à mon investiture. Mais dès que tout le monde a pris ce projet avec moi, c'est devenu notre combat. Maintenant, c'est notre combat pour le Mali fort. Le combat des hommes pour le Mali fort, le combat des jeunes pour le Mali fort et le combat des femmes pour le Mali fort. Donc la touche spéciale va être le fait que déjà, je ne suis pas féministe, mais il faudrait quand même donner à César ce qu'il devient. Les femmes sont autant compétentes, il y a autant de femmes compétentes que dans le Mali. Il n'y a pas de raison que dans une démocratie, sur 30 hommes, le gouvernement actuel, il n'y a que 3 femmes. C'est inadmissible. Mais en même temps, je ne suis pas pour, je ne suis pas féministe, hein, j'aime bien le répéter, je ne suis pas pour le principe de dire qu'il faut des quotas pour les femmes. Et, on se met entre nous femmes, c'est quelque part une forme d'exclusion aussi des hommes. Il faut qu'on soit avec les hommes, parmi les hommes, qu'on se batte ensemble et qu'on montre qu'on a des compétences. Donc à partir de ce moment, si j'ai un gouvernement, je dis n'importe quoi en tant que personne, j'aurai, en tenant compte des compétences, 15 hommes et 15 femmes. Donc la parité ne va plus être un rêve si moi je suis élue. Et je vais donner aux femmes et aux jeunes la place qu'ils méritent, parce que les jeunes sont toujours restés pour compte. Et je vais avoir un gouvernement relativement jeune. Si je dis relativement jeune, ça veut dire que je ne vais pas avoir que des 30 ans, 12 ans, je vais aussi jeune, moi je pense jeune jusqu'à 55 ans, mais pas jeune. Voilà, c'est ça la touche spéciale. Vous préférez qu'on vous appelle Château ou qu'on vous appelle Madame Aïdara Aïssata Cissé dite Château? Je préfère qu'on m'appelle Madame Aïdara, je préfère qu'on m'appelle Aïcha, comme mon père m'a toujours appelé Aïcha. Mais en même temps, je veux bien qu'on m'appelle aussi Château parce que c'est affectueux. C'est ma grand-mère qui, je porte le nom de ma grand-mère, et c'est elle qui m'appelle Château. Et du coup, tout le monde m'appelle Château, donc j'aime bien aussi. Vous savez qu'au Mali, il y a beaucoup de zones désertiques. Est-ce que vous avez envie d'abreuver tous les Maliens avec le château
Oui, bien sûr, si ce n'est déjà fait. D'accord. Est-ce que vous avez un plan pour favoriser l'émergence des femmes à des postes de plus de responsabilités pour créer une diversité dans le microcosmos politique malien? Bien sûr que j'ai un plan, je viens de le dire, j'ai un plan. Mon plan, c'est de tenir compte des compétences. Non, mais au-delà, vous pouvez nommer, au-delà des nominations, comment vous ferez par exemple qu'il y ait plus de femmes au poste électif? Et oui, au-delà du gouvernement, effectivement, pour qu'il y ait plus de postes électifs, il faudrait d'abord, il y a eu beaucoup de formations, hein, il y a eu tellement de formations pour que les femmes prennent conscience qu'elles ont un rôle à jouer. Mais je crois qu'il y a aussi un blocage au niveau des partis politiques. Moi, j'en suis la preuve vivante. En tant que candidate, qui réunit toutes les conditions, j'étais candidate à la candidature de mon parti. Mais je n'ai pas été retenue. En gros, je me dis, c'est peut-être parce que je suis une femme. Non, mais personne n'a été retenu. Il n'y a pas... Bon, personne n'a été retenu. Normalement, moi, je devais être retenue parce que j'étais en course vers la fin avec le président du parti, Sénégal, qui s'est retiré de la course à la dernière minute parce que bon, moi, j'ai contesté les résultats. Et comme je venais juste après lui, je devais être investie. Mais bon, on ne m'a pas investi, donc il faudrait que les partis politiques prennent conscience que sans les femmes, ils ne peuvent rien faire. Ça, je suis un peu dur peut-être, mais c'est bien. Si vous regardez aujourd'hui la classe politique, même la campagne, la période pré-campagne, qui mobilise? Ce sont les femmes qui mobilisent. Donc à partir de ce moment, il faudrait mettre les femmes en avant aussi sur les têtes de liste, pour être des députés, pour être des maires, pour être des conseillers. Donc moi j'ai une vraie politique pour ça, pour que les femmes émergent en politique et pour que les femmes émergent aussi au niveau des ministères et au niveau des directions. Donc pour clore un peu cet épisode du parti, il s'agit du parti PDS, donc dirigé par Ahmed Diagne Séméga. Tout à fait. Donc Séméga, aux dernières nouvelles, qui s'est retiré, donc si j'ose m'exprimer ainsi, qui a imposé au parti de ne présenter aucun candidat et de soutenir le candidat de l'URD, Soumaïla Cissé. C'est bien ça? Non, je ne peux pas m'avancer dans des aventures comme ça parce que je n'en ai pas la preuve. Je sais, j'ai lu dans la presse. Oui, mais la presse, des fois, vous savez. Et même j'ai reçu un communiqué de la branche PDS de Paris qui se réunirait pour soutenir Soumaïla. Oui, c'est vrai que le PDS, la structure, le CDN, le PDS a décidé de soutenir Soumaïla. Ça, ce n'est pas un secret. Ils ont signé un accord de façon très claire. C'est pour dire encore une fois qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait quelqu'un du PDS qui veut être candidat. On refuse la candidature et on va quand même soutenir un candidat d'un autre parti politique pour renforcer ce parti politique. Moi, je dis que c'est une erreur parce qu'il aurait fallu peut-être soutenir celle qui vient du parti, qui va ramener des gens, parce que moi, ma candidature, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle a été initiée et incitée par d'abord les jeunes, 187 associations de jeunes, c'est pas rien au Mali, et toutes les fruitières, qui font 7000 et quelques associations à l'intérieur. Donc, si je viens avec tout ce monde, parmi ces gens-là, j'aurais pu avoir peut-être des gens qui vont faire partie qui vont être membres du parti PDS et qui vont renforcer le parti, parce que bon, c'est moi qui suis la candidate et les idées vont avec ce qu'ils veulent pour le Mali. Et malheureusement, on préfère aller renforcer notre parti politique. Est-ce qu'on peut dire que vous vous êtes trompé de parti? Peut-être que ce n'était pas le bon parti pour vous finalement? Je ne dirais même pas que ce n'était pas le bon parti. Je dirais tout simplement que moi je suis en dehors des combinaisons des partis politiques et que quelque part ça m'encourage à avoir de l'avance, ça m'encourage à foncer, ça m'encourage à dire non. Parce que si j'étais peut-être Bénélubi qui dit oui à tout, on m'aurait peut-être choisi, mais je n'ai pas la langue dans la poche, quelque chose ne va pas, je dis ça ne va pas. Et je pense qu'aujourd'hui, la situation qu'on vit est bien une situation de l'échec de la classe politique. Et quelque part aujourd'hui, en tant que candidate indépendante, je crois que je suis mieux placée pour dire aux Maliens que si je suis président de la République, je vais restructurer la classe politique, je vais restructurer le parti politique. Parce que là, quelque part, il y a un gros problème partout. Vous avez du travail, hein. Si jamais vous avez la chance d'être élu, vous aurez la malchance de vous occuper de... Il y a combien de partis? Plus de 200? Oui. Je crois que même le ministre des partis ne connaît pas le nombre des partis du Mali. Tout à fait, parce que même à peut-être une semaine des élections, il y a encore eu de nouveaux partis politiques. Donc, la tâche est difficile et moi j'aime bien les tâches difficiles. Donc,
Est-ce que vous êtes satisfaite du travail de l'Assemblée nationale malienne depuis fin 2011? Depuis fin 2011, l'Assemblée nationale du Mali a fait quand même beaucoup de choses. Moi, je suis députée à l'Assemblée nationale et je crois qu'en tant que députée, j'ai joué un rôle déterminant. L'Assemblée nationale a vraiment travaillé par rapport à la crise que le Mali a connue. Je parle de mon cas parce que c'est le cas que je connais le plus. Il y a M. Aïda, il y a mon époux, le député à Tombouctou. Je crois que vous l'avez vu aussi sur les petits écrans se débattre. Voilà le niveau des lois qui sont venues pour un soulagement des populations ou bien pour même baisser la tension. Je crois que l'Assemblée nationale a vraiment joué le rôle. Mais moi, je veux parler de l'Assemblée nationale qui a accordé quand même le statut d'ancien chef d'État à Sanogo. Je veux parler de l'Assemblée nationale qui a laissé le Mali aller négocier des accords à Ouagadougou qui nous défavorisent. Je veux parler de l'Assemblée nationale du Mali qui est restée muette lorsque François Hollande et le Quai d'Orsay ont imposé des dates d'élection au Mali. Je veux parler de l'Assemblée nationale qui a laissé faire lorsque on a passé au second plan la libération totale et effective du territoire du Mali au profit des élections. C'est de cette Assemblée dont moi je parle. Est-ce que vous êtes satisfaite de cette Assemblée nationale? Bon, moi je dirais que l'Assemblée nationale n'a pas voté une loi qui donne le statut d'ancien président à Sanogo. Ça c'était un projet que la CEDEAO avait, mais la CEDEAO elle-même a retiré le projet, je crois. Donc ce n'est pas arrivé au niveau de l'Assemblée nationale. Et pour les négociations à Ouaga, encore une fois, les gens font souvent l'amalgame entre l'Assemblée nationale et l'exécutif. Ça, ce n'est pas l'Assemblée nationale, c'est le gouvernement. Ce que moi je veux dire, je vais remettre dans le contexte en fait. Voilà. Est-ce que l'Assemblée nationale a manifesté son mécontentement face à ces accords de Ouagadougou que la majorité des Maliens a contestés? Les accords de Ouagadougou de la semaine dernière. Les accords du 18 juin 2013. Est-ce que l'Assemblée nationale du Mali est d'accord avec ces accords-là ou a manifesté en désaccord avec ces accords? L'Assemblée nationale a eu une position qui est d'ailleurs la mienne, parce que moi j'avais fait un communiqué de presse par rapport à ça. L'Assemblée nationale a pris acte de ce qui s'est passé à Ouagadougou. Et l'Assemblée nationale trouve que, bon, un mauvais accord vaut mieux peut-être que le statu quo, parce qu'il fallait bien qu'on avance. Moi, je ne suis pas d'accord tout à fait avec les termes de l'accord, mais cet accord-là est à saluer, parce que ça nous permettait au moins d'avancer un peu, parce qu'il y avait un blocage total. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation de, comment on va dire, nous sommes dans une situation de transition, et on s'est dit une démocratie avec une transition éternelle, ce n'est pas bon. Mais par rapport à Kidal, je suis en phase avec la majorité des Maliens qui trouvent que la France, on a applaudi à la France quand on a applaudi à la France quand ils ont libéré le Mali. Mais dans la gestion, on s'est rendu compte que quand même la France n'a pas fait tout ce qu'elle devait faire par rapport à Kidal. Et je l'ai dit nous ce matin sur le LCI, on n'a pas eu le plaisir de voir les débats. Et moi, je dis que ce n'est pas à la France d'imposer une date au Mali. Et ça, même au niveau de l'Assemblée nationale, je le dis quand j'étais là. Parce que ce n'est pas parce que la France a aidé le Mali que la France doit imposer aux Maliens la date à laquelle ils doivent faire. Ça, on est d'accord, mais encore fallait-il le crier très fort au sein de l'hémicycle, parce que c'est de là-bas que part. Vous êtes l'émanation du peuple. À un moment donné, on a muselé le peuple. Je vais vous expliquer pourquoi au niveau de l'hémicycle, peut-être les gens n'ont pas. Parce que moi, j'ai été tellement à l'extérieur pendant toute cette période que ceux qui regardent le petit écran verront que je suis rarement à l'hémicycle. Je suis plutôt partout, en France, à Strasbourg, à Bruxelles, aux États-Unis, un peu partout pour défendre le Mali. Mais c'est l'Assemblée nationale qui avait voté la loi qui a donné une date approximative. Et cette date-là, le 28 juillet, en fait, cette date. Donc pour ne pas se dire, peut-être qu'ils ont préféré se taire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de l'Assemblée nationale, je ne peux pas vous dire que c'est parfait, comme d'ailleurs au niveau de l'Assemblée nationale française, comme au Congrès américain. Et là, nous sommes maliens, nous parlons du cadre. Voilà, pour revenir justement aux accords, l'un des points les plus importants de l'accord, c'était la possibilité de la présence de l'administration malienne à Kidal, sécurisée par l'armée malienne. Aujourd'hui, ni l'un ni l'autre n'est vrai. Aujourd'hui, on a parlé aussi du cantonnement des combattants du MNLA. Mais aujourd'hui, c'est l'armée malienne qui est cantonnée à Kidal.
qui ne peut pas bouger. Pas plus tard qu'aujourd'hui, enfin hier, il y a eu une manifestation pro-République du Mali unifiée. Aujourd'hui, les combattants du MNLA ont chassé les manifestants pro-maliens qui sont allés se réfugier dans le camp où l'armée malienne est cantonnée. Il y a peut-être 150 personnes. Ils sont cantonnés. Est-ce que ces accords-là servent le Mali? C'est ça l'essence de ma question. Vous, en tant que peut-être futur président du Mali, est-ce que vous pensez que vous avez apporté quelque chose pour le devenir de ce pays? Bien sûr que j'ai apporté quelque chose. Parce non, que non. Est-ce qu'en acceptant, en accordant votre crédit à cet accord-là, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir fait quelque chose? Je vous ai dit que j'ai fait un communiqué de presse par rapport à ça. Ce n'est pas que j'accorde un crédit. C'est que j'ai dit que si l'accord s'applique comme vous l'avez dit, si les rebelles acceptent d'être cantonnés, si l'armée malienne a les cartes en main, mais c'est un accord qui était plus ou moins acceptable avec les erreurs. Mais avec du recul, ce qui est en train de se passer, il y a lieu de dénoncer. Il y a lieu de dénoncer l'accord et de trouver une autre solution. Parce que sans Kidal, je vous dis, comme tous les Maliens, que sans Kidal, des élections dans ces conditions ne sont pas du tout crédibles et ce n'est pas acceptable. Parce que ça veut dire qu'on a accepté la partition du pays. Et encore une fois, pour l'instant, je ne suis pas président, mais si je suis président, c'est sûr que les choses ne peuvent pas se passer de cette façon-là. Avant d'être présidente, il faut que vous puissiez aller faire campagne à Kidal. Est-ce que vous avez une date de campagne à Kidal? Je n'ai pas une date exacte, mais ce qui est sûr, c'est que je ferai tout pour aller à Kidal. C'est vrai que moi, je ne suis pas la même candidate. Je n'ai pas les autres candidats et moi, c'est tout à fait pareil, parce que parmi les candidats, je suis la seule à avoir affronté le MNLA de façon très, très claire et très visible. Ce qui fait que même la personne que je voulais envoyer à Kidal comme mandataire, ils l'ont menacé de mort, elle a été obligée de désister. Pour le moment, je n'ai même pas de mandataire à Kidal. Mais bon, ça ne me fait pas peur, c'est la règle du jeu. Est-ce qu'il faut quand même aller aux élections, malgré tout ce que vous êtes en train de me dire? Parce que nous, c'est vrai que nous sommes de la diaspora, nous voyons les choses à 6000 km de distance. Des fois, on nous dit qu'on n'est pas sur le terrain, mais ce n'est pas vrai. Nous, on sait combien coûte la scolarité, on sait combien coûte une césarienne, on sait combien coûte le prix d'un terrain. En fait, nous partageons notre salaire ici avec les gens du Mali. Donc, on ne peut pas plus être au Mali que les gens de la diaspora. Est-ce que ces élections-là, ce n'est pas une posture de quelqu'un que vous êtes tous en train de respecter, vous, la seule candidate, et tous les 27 hommes candidats? Est-ce que vous n'avez pas les yeux fermés? Oui, mais je n'ai pas les yeux fermés parce que là-dessus, j'ai donné mon point de vue de façon claire, en disant qu'aujourd'hui, on est dans un pays qui est complètement bloqué. Et en tant que démocrate, un pays qui reste longtemps dans une transition, pour une démocratie, ce n'est pas jouable. Mais en même temps, je dis qu'il faut que les conditions soient quand même relativement réunies. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce qu'en reportant les élections d'une semaine, voire de 2 semaines, un léger report? Moi, j'ai toujours dit que j'étais pour un léger report, pour qu'après les élections, on ne se retrouve pas dans une situation où le président élu va être contesté. Parce qu'auquel cas, ça va être un grand problème. Et j'ai dit que je n'ai pas aujourd'hui les cartes en main, parce que moi, je ne suis pas gouvernement. Je ne peux que dénoncer. Et ça, je le dis pour qu'ils veulent entendre que je suis pour un report léger des élections pour permettre à ce que tous ces problèmes soient réglés. Et quand je le disais, je ne savais même pas qu'à Kidal, il y allait avoir autant de problèmes. Nous, le gouvernement nous avait rassuré que Kidal, par la voie du ministre des Affaires étrangères, que Kidal, l'armée malienne va rentrer, que Kidal va être pacifié, que les rebelles vont être cantonnés et que les élections vont se passer normalement. Maintenant, s'il y a un problème, le gouvernement doit répondre parce qu'ils ont quand même fait des promesses. Si les promesses ne sont pas tenues, encore une fois, ce n'est pas à moi de dire qu'il n'y aura pas d'élection. Moi, je peux simplement dire que je suis pour un report, mais je ne peux pas demander, enfin, je peux le demander, mais ce n'est pas moi qui décide si les élections doivent avoir lieu ou pas. Si le gouvernement... J'ai posé une question à Modibo Sidibé, candidat du phare. J'ai posé la même question à Moussa Mara, candidat du Yéléma. Et je vais vous poser la même question. Si, le 28 juillet 2013, la situation est telle qu'elle est aujourd'hui à Kidal, est-ce que vous maintenez votre participation aux élections? Mais moi, je vais maintenir ma participation aux élections par principe, parce qu'il ne faut pas qu'on ait l'impression que c'est parce que je sais que je ne vais pas gagner, que je ne vais pas aux élections. Mais je vais le décrier, je vais dire que ça ne devait pas se passer comme ça. Mais si la majorité décide qu'il y ait des élections, moi j'irai aux élections pour tout le monde. Très bien, les gens apprécieront. On va parler du président de la République française, François Hollande, qui, d'une certaine manière aussi, est le président du Mali. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, j'ai dit que
François Hollande a aidé le Mali à se libérer, comme le Mali avait aidé aussi la France. Donc c'est pratiquement une dette qu'ils sont venus rembourser, mais que François Hollande ne doit pas se mettre à la place des Maliens, à la place du gouvernement malien pour faire un dictat. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, il est à sa place. Bon, il est à sa place, mais ce n'est pas moi qui suis au gouvernement, encore une fois. Justement, donc vous avez la liberté, vous avez la liberté. Je le dénonce, moi je l'ai dénoncé, je ne sais pas ce que vous cherchez là. Je vous ai dit que ce n'est pas normal et je l'ai dit aux décideurs français même, je l'ai dit sur LCI ce matin, j'ai dit que je ne suis pas d'accord, je veux que le Mali reste un pays souverain et que François Hollande ne doit pas imposer une date des élections à la France. Est-ce que vous estimez que ce que vous appelez nos autorités, le président par intérim, son gouvernement, enfin aussi bien le premier gouvernement CMD que le gouvernement actuel de Sissoko et tous nos ministres y compris, est-ce que vous estimez que les gens jouent parfaitement leur rôle? Est-ce que vous conférez votre famille à ces gens? Bon, confier ma famille à ces gens, c'est autre chose. On n'est pas dans un problème de famille, là, on est dans un problème d'État. Nous sommes votre famille, si vous êtes élu président, nous sommes votre famille. Est-ce que vous nous conférez? Si je suis élu, eux ne seront plus là. Si je suis élu en ce moment, vous devenez ma famille. Mais pour l'instant, vous êtes la famille de ceux qui sont là. Donc moi, je trouve qu'effectivement, là-dessus, je n'ai même pas d'état d'âme, c'est qu'ils ne jouent pas le jeu comme il faut. Très bien, c'est clair. Bah, nous avons les réponses très claires comme ça. Donc aujourd'hui, avec le PDS, comment ça va se passer après les élections? Est-ce que vous reviendrez ensemble pour faire une famille ou bien moi, je n'ai jamais démissionné du PDS. Hein. Je suis encore membre du PDS, mais pour le moment, je suis dans les élections et puis le reste, on avisera après. Très bien, donc on va faire la transition, parler d'élections, donc ça va être de votre projet politique, ça va être la dernière partie, on va libérer tout le monde. Quelles sont les grandes lignes de votre programme politique? Qu'est-ce qui différencie aujourd'hui Château de Ibeka, de Soumaïla, de Modibo, de 27 autres candidats? Ce qui différencie Château des autres candidats, c'est que, en tout cas jusqu'à l'investiture, tous les candidats ont déroulé leur programme, mais aucun candidat ne s'est engagé à créer 500 000 emplois. Il a fallu que je le fasse pour que derrière, il y ait des candidats qui reprennent le même chiffre, ou bien qu'il y ait des candidats qui donnent le double de ce que j'ai promis. Ça veut dire que ce n'est même pas des projets réalistes, c'est juste pour se faire élire. Et la différence, c'est que moi, je pense avoir joué un rôle, je n'ai jamais d'abord dirigé en tant que membre du gouvernement. J'ai été député, mais en tant que député, j'ai largement joué mon rôle, je l'ai même outrepassé. Donc il n'y a pas de raison qu'en tant que président de la République, je ne réussisse pas. Donc, la paix, la sécurité, la défense. La défense, ça commence d'abord par la réforme des forces armées, donner les moyens aux forces armées. Ça commence par la parité dont j'ai parlé tout à l'heure. La parité, aucun des candidats n'a promis la parité, mais moi je prends la parité, mais la parité en tenant compte des compétences. Et je donne un soutien familial, comme au Brésil, de 100 000 francs CFA pour les femmes, les familles très diminuées, les femmes très diminuées. Aucun candidat ne l'a proposé, et moi je l'ai proposé. Et si je suis président de la République, je le ferai. Moi, je trouve que votre projet, il est beau. Il est même sexy, je suis tenté de me dire. Mais comment vous financez 500 000 emplois? Mais je finance 500 000 emplois, ce n'est pas compliqué. Il faut déjà diminuer le train de vie de l'État. On a de l'or, mais ce n'est pas le Mali qui bénéficie en tout cas beaucoup de ce or-là. L'or, c'est plutôt les entreprises minières qui profitent. Donc moi, dans mon projet, c'est en bonne place l'audit de contrat avec ces miniers-là. Le Mali a du coton. Le Mali n'est pas un pays pauvre. Le Mali, en termes d'agriculture, j'ai dit que je vais aménager 200 000 hectares. Mais avec 200 000 hectares aménagés, on va être autosuffisant et on va même servir la sous-région. C'est possible parce que bon, moi je ne suis pas économiste, hein, je ne suis pas complexé de le dire, mais un bon président ce n'est pas un bon économiste. Vous savez qu'il n'y a pas, pour juste vous appuyer, il n'y a aucun économiste parmi les candidats maliens. Tout à fait. Voilà. Donc je suis entouré d'économistes, je suis entouré de gens qui sont spécialisés dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, et on a fait vraiment des études ensemble, et tout ce que j'ai prévu ici, on a la solution pour les finances. En tout cas, on sera là pour vous dire bravo si vous réussissez et pour vous taper dessus si vous échouez. Vous parlez là de redresser l'économie, de moderniser l'économie. Vous savez que vous devez compter sur les diplômés, sur les gens qui sont là à l'école, dans nos grandes écoles. Oui, que prévoyez-vous justement pour redresser cette école-là? Mais pour redresser l'école, je vous ai dit qu'il y a des problèmes. Et ces problèmes-là, je m'engage à les régler. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont fait des études, même ici en France, qui ont fait des études au Canada, mais il y a quelques-uns qui sont dans les sous-traitements.
Il y a quelques-uns qui prennent l'attention des gens dans la rue alors que c'est des médecins confirmés. C'est inacceptable. Donc vraiment, ce monde-là va être utilisé. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une inadéquation, je vais y arriver, entre la formation que le Mali propose et les besoins du Mali? C'est vrai que des ingénieurs, par exemple, ou des docteurs en philosophie, vous les utilisez comment? Est-ce que ce n'est pas plutôt des formations techniques pour produire à manger, exploiter les 2 millions d'hectares de terres cultivables de la vallée malienne? Il y aura ça. C'est-à-dire quand je parle de 500 000 emplois, les 500 000 emplois, ce n'est pas seulement des gens qui viendraient de la fonction publique. Ça va venir du privé. Et pour parler du privé, vous voyez bien que dans mon programme, j'ai prévu un fonds de garantie de 50 000 $. Donc ce fonds de garantie permettra quand même aux jeunes qui peuvent peut-être faire des études mais qui préfèrent être dans le privé, d'avoir une garantie de l'État pour prendre le crédit à la banque et pouvoir monter des affaires. Donc j'ai vraiment un projet très ambitieux, très réaliste et j'ai pensé à tout. Et ces mêmes jeunes-là qui ont comme viatique de regagner l'Europe, la preuve on est tous là, moi je veux savoir comment vous comptez intéresser les jeunes par rapport à ce qui se passe, à l'activité économique, donner du boulot. Enfin, comment vous comptez convaincre les jeunes de ne pas partir pour partir, partir pour avoir des vraies raisons de partir? Oui, mais si j'offre la formation, j'offre l'emploi, il n'y a pas de raison que les gens partent. Pourquoi ils partent? Et la Tour Eiffel, comment vous faites? Parce qu'il n'y a pas de Tour Eiffel au Mali. Comment vous faites pour ceux qui ont envie de voir la Tour Eiffel? Pour ceux qui ont envie de voir la Tour Eiffel, s'ils travaillent et qu'ils ont les moyens, ils viendront en vacances pour voir la Tour Eiffel. D'accord. Et votre instrument contre la corruption, c'est quoi? Bien, c'est d'abord les hommes. Il faut trouver les hommes. Je vous dis que la corruption, c'est le plus lourd du programme parce que le Mali est vraiment gangréné par la corruption. Donc il faut l'éducation civique, comme je l'ai dit tantôt, et demander aux gens de ne plus corrompre parce qu'il y a des gens, ceux qui corrompent, ils sont plus graves que ceux qui sont corrompus. Donc j'ai vraiment beaucoup d'instruments, mais c'est des choses que je ne veux pas dérouler sur Internet, parce que dès que je dis quelque chose, les autres candidats, ils me répètent ce que j'ai dit, ils me volent des idées. Le but étant l'application, ça c'est la stratégie de la femme. Donc, et le comportement, voilà. Vous ne pensez pas que le comportement des hommes politiques est tout sauf un modèle? Je suis tout à fait d'accord. Quand je dis que le problème que le Mali vit aujourd'hui, c'est l'échec de la classe politique, c'est bien ce que je veux dire. Si la classe politique n'avait pas échoué, on ne pouvait pas se retrouver dans une situation comme ça. À votre avis, qu'est-ce que les Maliens vous reprochent? Si ils vous reprochent quelque chose, ça pourrait être quoi? C'est aux Maliens de me dire ce qu'ils me reprochent. Moi, je n'ai rien à me reprocher. C'est vrai que chaque homme a ses défauts. Je suis peut-être très nerveuse, c'est vrai. Mais depuis que je suis candidate à l'élection présidentielle, vous l'avez constaté d'ailleurs, j'essaie d'être calme et zen. Parce que les gens trouvent que je suis trop dure, on me dit souvent que je suis très forte. Je dis non, je ne préfère pas, parce que je ne veux pas être une présidente forte. Je veux plutôt des institutions fortes. Et pour avoir des institutions fortes, il faut avoir quelqu'un qui a du courage politique. Et ce courage politique, je l'ai prouvé, je l'ai. Très bien, donc l'interview arrive à sa fin. Merci beaucoup. Moi, je vous remercie de vous être prêté à cet exercice-là, malgré votre planning très chargé. Merci. Et je remercie encore une fois de plus tous les réseaux sociaux maliens, le web malien, tous les candidats qui ont bien voulu se prêter au jeu de Rebelle Pacifique. Le caméraman éternel Issa Angoïba, le Dogon caméraman, il a félicité. Et merci aussi au staff de Château 2013, ici à Montreuil, Aminata Bouné-Konaté, Bambouye Dibams. Je ne connais pas tous les noms, en tout cas merci d'avoir créé le cadre, même si on a eu beaucoup de retard, merci d'avoir créé le cadre qui nous a donné l'opportunité de faire cette interview. Merci aussi à Diba et à son association Unité 77. Voilà, merci.